En appui sur ces compétences du bébé, le parent était naturellement attiré vers ce bébé. Et dès l'instant où le bébé a une compétence qui manifeste à son parent, le parent a un intérêt pour ce bébé, les interactions sont créées entre deux et va commencer une grande aventure qui ne finira qu'avec la fin de la vie, c'est-à-dire la relation entre un sujet et les autres. Alors là, ça connaît un tour particulier puisque le petit sujet dont il est question, le petit Dom, est vraiment dans un état de dépendance encore absolue et il a besoin absolument d'un autre pour pouvoir se développer. Alors ce bébé va rentrer en interaction avec le parent, la mère, avec le père. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'interaction? Parce que ça n'est jamais uniquement une action de l'un sur l'autre. C'est toujours une action partagée, une sorte de dialectique élémentaire, une sorte de danse qui s'instaure entre les différents partenaires. Et je crois que ces mouvements entre ces différents sujets vont avoir une grande importance pour que le petit bébé puisse progressivement acquérir, intérioriser, tenir compte de tout cet environnement qui lui est proposé par l'intermédiaire de ses parents. Alors, habituellement, on étudie les interactions à plusieurs niveaux, avec plusieurs types d'approches. On va s'intéresser bien sûr à ce qui se passe au niveau du comportement que ce bébé peut avoir avec son parent, du comportement que le parent peut avoir avec son bébé. Et par exemple, dans un certain nombre de consultations thérapeutiques, on va être amené à observer finement ce qui se passe entre le bébé qui est là, assis sur les genoux de sa maman ou de son papa, et en même temps que la maman nous raconte, par exemple, l'histoire pour laquelle elle nous amène son bébé en consultation. Il ne dort pas depuis très longtemps, il pleure beaucoup, elle a du mal à l'apaiser. Tous ces symptômes du début de la vie qui amènent les parents avec leur bébé chez le pédopsychiatre. On va observer qu'au fur et à mesure que la maman ou le papa racontent l'histoire pour laquelle ils nous l'amènent, ils ont par exemple une chute de tonus, ils sont progressivement en train de s'effondrer, et alors le bébé à ce moment-là, lui, est sur les genoux de son père ou de sa mère et lui-même en train de nous montrer sa réaction. Est-ce que devant l'effondrement progressif de son père en train de raconter quelque chose d'un peu dépressivogène ou d'un peu dépressif, est-ce que ce bébé a plutôt tendance à réagir et à se mettre au contraire à avoir un tonus qui lui permet de montrer qu'il n'est pas fait de ce bois-là et que lui, au contraire, il a envie de tenir alors qu'il sent que ça s'écroule sous lui? Ou est-ce qu'au contraire, ce bébé est trop déprimé lui-même et qui s'écroule avec son parent? Alors cette interaction entre ce parent et ce bébé est ce qu'on appelle une interaction comportementale. Il ne s'agit pas de s'en arrêter là, il va falloir essayer de comprendre toutes ces choses-là, ce que ça veut dire, mais c'est très important de le constater parce qu'à partir de ce qu'on constate là, de ce qu'on observe, on peut à ce moment-là renvoyer quelque chose dans la consultation aux parents en disant mais je suis assis sur les genoux de mon papa et de ma maman et je sens que je vais bientôt tomber par terre si ça continue. De pouvoir dire par exemple ça aux parents, ça lui permet aux parents de s'identifier à son bébé et de se mettre à se redresser sur son siège en disant c'est vrai, je ne voyais pas que mon bébé s'écroulait avec moi. Donc le comportement est important à condition qu'on veuille bien essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Deuxième élément très important dans les interactions est ce qu'on appelle les interactions qu'on étudie au niveau affectif. Alors c'est très important les interactions entre un bébé et ses parents parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau affectif et émotionnel. Pour l'instant, les gens le savent bien, quand on parle à un bébé, on parle bien sûr à un futur petit homme qui peut nous répondre avec son langage, mais le bébé n'est pas encore doué des capacités de pouvoir répondre avec son langage. Et pourtant, on lui parle. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce bébé? On essaie de lui manifester par notre langage les émotions qui nous ont touchés et dont on veut lui partager, qu'on veut partager avec lui. Et à ce moment-là, le bébé, souvent, est amené à répondre, mais il ne va pas répondre avec son langage. Il va répondre avec sa mimique, il va répondre avec sa posture, il va répondre avec ses manières de faire des lalations, de faire des intonations, comme ci ou comme ça.
Et alors, on voit bien que dans certains cas, un processus va se faire entre ce bébé et cette maman, ou entre ce bébé et ce papa, qu'on appelle un ajustement progressif. Il semble que l'un et l'autre s'ajustent l'un à l'autre. Et on arrive à quelque chose qui est ce que Vallon a appelé le dialogue tonique, mais qui n'est qu'une forme particulière, motrice, de quelque chose de plus général, qui est l'ajustement entre le bébé et son parent. Et cet ajustement entre les deux vient nous révéler quelque chose de tout à fait fondamental que Stern a décrit sous le nom musical de attunement, c'est-à-dire l'accordage, hein, comme quand on accorde un piano. C'est-à-dire qu'au fond, tout se passe comme si le bébé et sa maman, le bébé et son papa étaient en train de se reconnaître l'un l'autre dans l'interaction pour s'ajuster l'un à l'autre avec les particularités de l'autre. Et cet ajustement affectif, cet accordage affectif est vraiment fondamental parce qu'on sent bien que c'est à partir de là que se fait une sorte de pacte entre les deux dans l'interaction, à partir desquels, progressivement, dans les mois et dans les années qui vont suivre, va pouvoir se mettre en place quelque chose qui sera un dialogue d'un langage articulé dans une parole. Et puis il y a un troisième niveau qui est beaucoup plus complexe que ces deux premiers niveaux, mais qui là encore est l'objet d'un travail dans la consultation qu'on va faire avec les parents à ce sujet. C'est ce qu'on appelle les interactions fantasmatiques. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui au départ est très déséquilibré, là encore, entre le bébé et son parent, c'est ce bébé qui arrive dans ma vie, en quoi vient-il remplir une fonction dans ma propre histoire? Moi qui suis le fils de, le petit-fils de, et qui vient de devenir père avec ce bébé, en quoi ce bébé vient-il répondre à quelque chose qu'on appelle une mission intergénérationnelle ou transgénérationnelle? Qu'est-ce qui vient remplir comme mission dans mon lignage familial? Alors ça, c'est très important parce qu'à ce moment-là, ça nous amène à une question qui est une réflexion avec les parents sur non plus seulement ce qui est dans leur tête, j'ai un bébé parce que j'aime beaucoup Glenn Gould et j'aimerais qu'il soit pianiste comme Glenn Gould. Ça, c'est la part consciente du projet qu'on a pour un enfant. Mais il y a une part qui est inconsciente et qui est souvent très pesante sur le destin du bébé et qui est donc quelque chose qui va jouer un rôle dans la manière dont ce bébé va se développer dans l'interaction. Donc d'un certain point de vue, on pourrait dire que le bébé va être confronté dans l'interaction à un parent qui s'occupe de lui et qui a un comportement avec lui, qui partage avec lui ses émotions et sur le plan affectif, mais qui aussi, en fonction de son propre fantasme, en rapport avec qu'est-ce que ce bébé vient faire dans ma vie, ce bébé va avoir à se confronter, on pourrait dire, au fantasme parental. Et ça va influer beaucoup sur le destin du bébé. Je donne un petit exemple clinique. Un bébé qui pleure beaucoup, il peut se faire que pour la maman, ça lui rappelle son frère qui pleurait beaucoup quand elle, sœur aînée, a été obligée de s'occuper de son petit frère qui venait de naître et que sa propre mère était morte en donnant naissance à son petit frère. Eh bien, il peut se faire que ce bébé qu'elle a maintenant, cette fille devenue mère, s'il pleure beaucoup, vienne rappeler quelque chose de son histoire antérieure et qu'il y ait une confusion des places qui puisse se faire entre ce bébé qui arrive et ce frère pour lequel elle a été chargée d'être quasiment sa mère. Et il y a quelque chose à ce moment-là qui se confusionne dans la tête de la maman et dans son interaction avec son bébé. Il va arriver à certains moments où la maman sera un peu perdue et ne saura plus si c'est son fils ou son frère dont il est question dans son rapport avec ce bébé. Et il peut se faire, dans certains cas assez pathologiques ou très pathologiques, que ça conduise un bébé à présenter des symptômes qui peuvent être assez graves et pour lesquels, justement, nous avons à intervenir. Alors, ces différents niveaux, le comportement, l'affect, le fantasme, montrent que l'interaction n'est pas uniquement quelque chose de descriptif, de physique, d'observable, mais que ça fait appel à tout un autre monde, le monde interne que nous portons chacun en nous, et qui vient intervenir dans la relation qu'on entretient avec son bébé et qui peut influer sur son développement. Et je crois que c'est à ce titre-là que toute la question des interactions est si importante, parce qu'on prend conscience à ce moment-là
que le bébé ne se développe pas d'une façon ordonnée selon un plan qui serait comme un plan de vie ou un plan de vol ou un plan de construction, mais qu'à chaque fois que ce bébé franchit une étape dans la relation, c'est en appui sur tous ces éléments que ses parents lui apportent, y compris des éléments dont ils ne sont pas eux-mêmes conscients. Et je crois que ça a une grande importance, notamment dans toutes ces professions de la petite enfance, où on est amené à s'occuper des enfants, non pas indépendamment des parents, mais en connaissance de ce qui se passe entre ce bébé et les parents qui l'ont amené auprès des professionnels.